assurer jusqu'à fin août l'émission temporaire du centre de gestion du l'INEM sur les fonctions de collection qui, d'ici le 1er septembre, et une question également de mission temporaire sur le poste de secrétariat des élus, secrétariat général des institutions. Et M. Louis Sanson, également des missions temporaires du centre de gestion de l'INEM sur les missions de remplacement du directeur général des services. Donc voilà, disons, cette présentation nous semble nécessaire avant le démarrage. Pour l'appel des conseillers, je vais demander à Monsieur le maire, comme d'habitude, le groupe Ensemble pour Melès va retransmettre en vidéo et en direct le conseil municipal de ce soir. d'habitude, je vais vous dire que c'est uniquement sur les points larges. Ça peut être positif. Monsieur Claude Jaouen, présent. Monsieur Alain Maury, présent. Madame Sophie Adrien. Monsieur Dumas est absent et vous dites toujours à Madame Françoise Zorel. Madame Michel Marzin. Présent. Madame Marie-Édith Massier. Présent. Monsieur Jean-Michel Sénat. Présent. Madame Françoise Doré. Présent. Monsieur Mathieu Hernandez. Présent. Madame Gaëlle Mesti. Elle est retenue par ailleurs. Je vais vous donner l'information de votre absence excusée ce soir. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Durand. Présent. Monsieur Michel Lauré. Absent excusé, vous devez pouvoir à Monsieur Serge Abraham. Madame Béatrice Verret. Présent. Madame Marie-Christine Garnier. Présent. Monsieur Serge Abraham. Présent. Monsieur Éric Joux. Présent. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Mollet. Présent. Madame Sophie Gaillard. Présent. Madame Magali Bertin. Elle est absente excusée. Madame Séverine Vaugin. Présente. Madame Phyllis Cartier. On frôle le ridicule, monsieur. Madame Lisa Cunet. Elle est absente excusée. Elle doit pouvoir M. Fontaine. Madame Isabelle Le Marchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Présent. Monsieur Yves Ferré. Présent. Madame Christelle Renaud. Présente. Monsieur Marc-Olivier Blanc. Présent. Merci. Un bureaucrate pour les fonctions de secrétariat de séance. Avant de prendre l'ordre du jour, juste un point d'information. À l'ordre du jour de la commission de sécurité et de justice de hier après-midi, il y avait l'examen de l'ouverture de la salle de discussion à Melès. Cette commission à laquelle M. Alain Maury a participé avait trouvé un avis favorable qui permet de commencer à procéder au transfert progressif de l'activité de l'association. Monsieur le maire, Oui. juste sur ce sujet, trouvez-vous normal d'informer les conseils municipaux de la commune après avoir informé les responsables des associations? J'informe les conseillers municipaux en séance du conseil municipal dès le lendemain de cet avis. Les présidents d'associations ont été informés en effet hier soir pour leur permettre, pour celles qui sont directement concernées par le début du transfert d'activité, de s'y préparer dès aujourd'hui. Était-il vraiment compliqué de mettre les conseils municipaux en copie du mail? Sans doute, visiblement en tout cas. Mais l'information n'est pas retenue. C'est vous qui le dites. Bien. Les faits prouvent le contraire, monsieur le maire, mais c'est pas grave. Mais les faits prouvent le contraire. Bien. Le premier point concernant la validation du procès-verbal de la séance du 28 juin. Y a-t-il des remarques? Monsieur Margot.
Oui, monsieur le maire, une remarque de pure forme. Oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi certains des propos tenus par monsieur Maury apparaissent en majuscules, alors même que l'ensemble des propos tenus par les conseillers municipaux apparaissent en minuscules? Alors, n'y voyez pas là un problème d'ego de ma part. Non, monsieur Maury. Oh là là, il est beau. Rassurez-vous, il est plus élevé que ça. Mais je ne comprends pas ce qui peut autoriser la différenciation des propos entre l'un ou l'autre des membres de cette Assemblée et à quel titre certains des propos tenus par l'un ou l'autre doit ou peut figurer en lettres majuscules. Un seul exemple, sur la page 20, je vous demande donc, monsieur le maire, de faire corriger le procès-verbal pour que les mots soient inscrits comme ils ont été prononcés, sans trait d'union et sans majuscules. Je ne parle pas des majuscules qui sont nécessaires à l'orthographe et à la grammaire, je parle là de l'intégralité de certains mots qui apparaissent en majuscules. J'ai bien compris, j'ai bien Donc compris. vous voyez. J'ai bien compris. Monsieur le maire, ne soyez pas méprisant à mon égard. Je suis pas méprisant. Bah si, vous avez bien compris. J'ai bien compris. D'accord, mais si je ne peux pas terminer... C'est à la limite vous qui êtes méprisant vis-à-vis de moi en donnant ce détail pour, au cas où je n'aurais pas compris. J'ai bien compris. C'est une erreur technique, ça n'aurait pas dû être fait, ce sera corrigé dans la version finale. Je vous en remercie infiniment, monsieur le maire. Pas d'autres remarques? Donc avec la correction de cette erreur de frappe, il y a validation du procès-verbal de la séance du 28 juin. Le premier point à l'ordre du jour porte sur la présentation du rapport d'activité de l'année 2022 de la communauté de communes que vous avez reçue en 16 juin. L'objet n'est pas de détailler l'ensemble du document, mais de s'arrêter sur un certain nombre de points. Un certain nombre de points concernant les activités de la communauté de communes de l'année 2022. Je m'arrêterai en page 6 sur les principales dépenses d'investissement. Or, les fonds de concours aux communes. Donc, la participation de la communauté de communes en 2022 au déploiement de la fibre optique à hauteur de 829 558 €. Concernant les investissements petite enfance, le démarrage des travaux du futur multi-accueil à Modeste, 678 847 €. Les travaux de l'IAS vélo pour 792 993 €. Et puis le démarrage des études concernant la future salle Omnisport à Saint-Symphorien, 148 000, presque 150 000 €. L'ensemble des subventions d'équipement versées aux communes totalisant 1 617 265 €, dont 550 139 € de subventions de fonds de concours. Sur les autres points apparaissent en page 9 le bilan d'étape effectué au deuxième semestre 2022 sur le programme local de l'habitat, avec le programme local de l'habitat qui se décline en 4 axes principaux: favoriser un développement équilibré du territoire, optimiser la consommation foncière, mobiliser le parc existant de logements et répondre aux besoins spécifiques. Et en quelques chiffres, sur la période d'étape, c'est 800 logements qui ont été livrés, 600 en cours et 700 autorisations accordées, pour un objectif total de production de 2100 logements sur la période. En logements locatifs sociaux, c'est 255 logements locatifs sociaux livrés, pour un objectif de production de 386 sur les 6 ans. En prêt social locatif aidé, 94, sur un objectif de 81, au-delà de l'objectif afin de favoriser l'accession dans le neuf. Des chantiers de solidarité réalisés par le Bricobus dans le cadre d'une convention entre la communauté de communes et cet organisme. 47 chantiers permettant d'accompagner les personnes en situation modeste à améliorer leur logement. Et sur les services de conseil à l'amélioration de
de l'amélioration du logement, en particulier la rénovation, mais aussi l'adaptation au handicap. 1604 ménages ont été accompagnés sur l'année 2022 pour un total de 470 logements qui ont pu bénéficier d'une prime locale, c'est-à-dire versée par la communauté, d'un montant cumulé de 446 170 euros. Sur l'axe 1 du projet territoire, un territoire durable, à mettre en évidence l'élaboration et la mise en œuvre du projet alimentaire territorial de la communauté de communes, qui est un programme d'action très opérationnel pour accompagner et rapprocher producteurs et consommateurs afin de promouvoir une alimentation et une agriculture durable. Et un certain nombre d'actions de mobilisation ont été menées avec des ateliers ludiques de sensibilisation à l'alimentation dans les 17 écoles de la communauté de communes. D'un premier défi, foyer alimentation positive en lien avec la maison de la consommation de l'environnement et AgroBio 35, où une vingtaine de familles ont été sensibilisées à l'alimentation locale et à la qualité sans augmenter leur budget de dépenses. D'une formation en ressources humaines pour les chefs d'entreprise agricoles, de rencontres entre les futurs cédants et les porteurs de projets agricoles en recherche de terres, et d'une rencontre avec Solidarité Paysans qui apportait un soutien aux agriculteurs qui rencontrent des difficultés et les accompagner à trouver des solutions. L'autre focus sur cet axe, c'est les transitions en action, donc dans le cadre de la mise en œuvre de l'appel à projet mobilisation citoyenne de l'ADEME et de la région Bretagne, le Val-d'Ille-Aubigné a élaboré en début 2022 une cartographie des acteurs locaux qui œuvrent dans en transition écologique. C'est plus de 250 initiatives qui ont été identifiées et qui a fait l'objet d'une mise en cartographie qui avait été diffusée et affichée dans toutes les communes et qui va être complétée sur l'année prochaine. Et là, je dépasse l'année 2022. Sur l'axe 2, d'accompagner l'attractivité économique pour de l'emploi pérenne, deux focus particuliers. C'est le pass commerce et artisanat en partenariat avec la région Bretagne. Ces 18 dossiers ont été financés pour un montant total versé de 86 462 euros. C'est 17 rendez-vous également en conseil avec l'Agence locale de l'énergie et du climat pour l'amélioration des locaux professionnels du point de vue de l'isolation thermique. C'est en termes d'accompagnement d'entreprises, plus de 115 contacts entreprises qui ont été faits sur l'année 2022 sur le territoire, dont 77% portaient un projet d'implantation via une offre immobilière ou à travers l'acquisition de fonciers d'entreprise, et que sur ces contacts-là, 43% sont des contacts de porteurs de projets extérieurs au territoire. Le Forum de l'emploi, qui avait été organisé au mois de novembre 2022, comme tous les ans au mois de novembre. 4e édition qui avait été un succès avec 171 visiteurs, 54% habitant le territoire de la communauté de communes, 169 rendez-vous réalisés par les entreprises, 73 échanges informels entre candidats et recruteurs et 41 participations aux informations collectives. Donc une participation très suivie. Ce forum de l'emploi s'était tenu le 15 novembre 2022 sur la zone de Cap-Malo. Un territoire à vivre pour tous. Donc un focus sur les rendez-vous solutions transport qui ont été mis en place en 2022 dans le cadre de l'appel à projet TELMOD de l'ADEME. Dans chacune des 19 communes, les rendez-vous solutions transport proposent des temps de rencontre et d'échange avec les habitants sur des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, ainsi qu'un service de réparation de vélos avec l'entreprise Apicyclette qui est sous contrat avec la communauté de communes. Ces 19 rendez-vous ont permis de faire découvrir les services vélo assistance électrique du Val-d'Ille-Aubigné, l'autopartage, le covoiturage. 60 vélos ont fait l'objet de réparation pendant ces temps de rendez-vous solutions transport.
Les solutions de déplacement, que ce soit par les TER ou par Breisgo, ont également tenu des permanences pour informer les usagers, les habitants, à l'usage du transport collectif que nous avons sur le territoire. Les vélos assistance électrique, je rajouterais que 55 primes à l'achat ont été versées en 2022, 19 ateliers de réparation, je viens de citer, et dans la formation, l'accompagnement savoir rouler à vélo auprès des écoles, c'est dans 20 écoles du territoire, c'est près de 687 enfants qui ont été formés pendant ces séquences de savoir rouler à vélo. Des aides à la rénovation d'habitat, je les ai évoquées également tout à l'heure, qui ont fonctionné également sur toute l'année 2022, qui continuent à fonctionner d'ailleurs, avec des aides versées pour un montant total, 121 aides versées pour un montant total de 123 748 €, dont 5 primes primo-accédants en centre-bourg pour 16 000 €, des primes bois pour 32 000 €, des primes solaires pour 2 000 €, des primes de rénovation globale vers le B+, pour 20 000 et 55 primes complémentaires de l'ANA pour un total de 53 651. Les opérations de Bricobus, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'y arrêter à nouveau. Et toujours dans un territoire à vivre pour tous, en matière de petite enfance, les actions du relais parents-enfants, équipe qui est toujours à la communauté de communes, c'est 125 familles et assistants maternels ont été reçus sur rendez-vous, 930 contacts téléphoniques, 291 ateliers d'éveil pour 374 enfants accueillis, 118 assistants maternels et parents ont assisté aux animations, 3 sessions de formation continue et différentes réunions d'information et ateliers et d'échanges et également d'ateliers d'analyse de pratique. Sur les chantiers d'insertion, le chantier d'insertion, c'est de la communauté de communes, c'est 13 personnes accueillies sur l'année 2022, soit une moyenne de 5,8 ETP, bénéficiaires du RSA, avec 4 sorties positives et un accompagnement complémentaire auprès du chantier d'insertion associatif, île et développement basé sur Saint-Aubin-d'Aubigné. L'épicerie solidaire, c'est quelques chiffres également, c'est 35 familles aidées pour un accès de 3 à 6 mois avec un soutien financier de l'épicerie solidaire de Saint-Aubin-d'Aubigné également pour un montant de 5 400 € qui leur permet d'alléger leur charge de fonctionnement. Et je ne reviens pas sur la partie PLH que j'ai évoquée tout à l'heure. Sur la promotion et le rayonnement du territoire, donc, en fait marquant le lancement du réseau de médiathèques du Val-d'Ille-Aubigné. Le lancement s'était fait en fin d'année 2022 pour les 18 médiathèques, bibliothèques du territoire. Et c'est donc l'ouverture à l'ensemble des habitants du territoire à un ensemble de fonds documentaires importants de plus de 120 000 livres, de 5 000 CD et 5 000 DVD, avec un portail web unique qui permet de compléter l'offre en laissant la réservation en ligne, de suivre l'actualité des médiathèques ainsi que les nouveautés, les sélections thématiques et les coups des bibliothécaires. C'est un fonctionnement qui est ancré sur le territoire. Les activités des offices des sports auprès des écoles sur le stade d'athlétisme à Guipel, avec 4 journées scolaires dédiées à l'athlétisme qui se sont déroulées en juin-juillet 2022 pour les classes de CM2, 253 élèves pour l'Office des sports de l'ex-Pays et 291 élèves pour l'Office des sports de l'ex-Val-d'Ille. Et depuis la rentrée, des élèves de CM1, CM2 de 17 écoles du Val-d'Ille-Aubigné suivent un cycle d'initiation à l'athlétisme en 5 séances d'1h30, encadrées par leurs enseignants et les éducateurs diplômés des offices des sports. La démarche vise à développer la pratique de la discipline et à faire connaître les installations du stade d'athlétisme communautaire qui est installé à Guipel, comme vous le savez. Concernant les écoles de musique, les 2 écoles de musique qui sont sur le territoire, Allegro et l'UMI, l'école de musique de Lillet,
au total 580 élèves pour 532 heures de pratique d'un instrument. L'opération d'orchestre à l'école a également été menée et 98 élèves sont aidés via l'aide à la musique pour ce qui concerne la saison 2022-2023. Les opérations concernant les acteurs culturels, les acteurs structurants en matière de culture sur le territoire, volonté de s'appuyer sur des acteurs implantés sur le territoire, que sont le théâtre de poche, que sont la station théâtre, la compagnie Ocus et le Vent des Forges. Au domaine de Boulay, site classé Natura 2000, le centre nautique, une belle fréquentation en 2022. 8500 personnes ont fréquenté la structure, près de 2000 locations. Des groupes d'abonnés se sont déplacés, bien entendu, des personnes en groupe, près de 1400, 1600, plus de 1600 scolaires, 159 stages de voile, et un camping qui a accumulé 1407 nuitées au camp Marabout, 4873 nuitées en emplacement simple, et puis près de 3000 nuitées en chalet ou hutte, auxquelles s'ajoutent 17 résidents. Donc voilà de manière très résumée les points sur lesquels le contenu du rapport d'activité de la communauté de communes pour l'année 2022, en sachant que, tel que je les ai cités, il y a à la fois du service aux communes, la forme de coordination, du service aux habitants du territoire. Je cite la petite enfance, je cite Passe Vélo, je cite le traitement des dossiers de permis de construire ou d'autorisation de travaux. Et c'est cet ensemble-là qui est donc bien rassemblé dans ce document. Voilà. Ce document, rapport d'activité, a été validé dans le conseil communautaire du mois de juillet. Oui, j'avais deux questions. La première concernant le futur accueil petite enfance, multi-accueil à Melesse. Savoir quelle était la date de livraison de cet équipement. Hors rapport d'activité 2022. Et ensuite de savoir combien d'enfants allaient être accueillis et dans combien d'enfants de Melesse, plus précisément. Ah, c'est une question récurrente chez vous. Oui, je sais. C'est un multi-accueil de la communauté de communes. Mhm. C'est 36 places qui sont en construction, Mhm. qui vont être livrées courant de l'année prochaine, normalement au milieu de l'année prochaine. Et l'attribution des places se fait sur analyse des dossiers de candidature. Il n'y a pas que des candidatures de Melesse. Effectivement. Et il n'y a pas de place réservée Melesse. D'accord. C'est bien un équipement communautaire. Ok. Concernant les véhicules, donc il y a 3 véhicules sur le Val d'Île en autopartage. Où sont-ils situés sur le territoire? Il y en a un en Languette. Ça fait rien. Ils viennent de changer, ils vont changer. Il y en a un qui va aller à Vieux-Vis-sur-Fagnon. Et l'autre m'échappe. D'accord. Il était sur Saint-Laurent, mais sans doute ça s'appelle. Gare. Gare. J'ai vu ça sur le site. Ok. Et pour Mais combien ces 3 véhicules, en effet, sont des véhicules d'expérimentation de l'autopartage et sont stationnés pour une année entière sur les communes, les unes après les autres. D'accord. Et en termes de nombre de familles ou d'utilisateurs? Dans le rapport 2022, Oui, dans le rapport 2022, si vous l'avez effectivement. je ne crois pas que je l'ai là. Mais le bilan pourra être joint. Un bilan existe, il est présenté au conseil communautaire de manière une fois par an. D'accord. Et pourra être extrait, pourra être joint au procès verbal de la séance de ce soir. En réponse à votre question.
Oui, monsieur le maire, on voit quand même avec quelle difficulté vous arrivez à vendre le bilan du Val d'Ille-Aubigné. Je voudrais commencer par les points de satisfaction, parce qu'il y en a, et heureusement. Il y a un très gros travail qui a été fait au domaine de Boulette, et on ne peut qu'en s'en satisfaire et remercier les élus qui s'en sont occupés sur place, avec, effectivement, vous l'avez souligné, une fréquentation qui est en hausse constante, y compris sur l'année 2023. On est à la fin de la saison, vous auriez peut-être pu nous donner les fréquentations de cet été, puisqu'on a d'ores et déjà des chiffres estimatifs. Également souligner qu'il y a eu un très gros travail, et on ne peut que s'en féliciter, sur la politique culturelle, et tout particulièrement sur la fédération des médiathèques, qui avait été lancée on sait quand et on sait par qui, et sur la politique théâtrale, où il y a là aussi un gros travail qui a été fait. On peut féliciter les services d'aide à l'habitat, qui apportent à un certain nombre de concitoyens une aide précise et complète, et qui permettent de développer l'amélioration de l'habitat tout en aidant les gens à préparer leur dossier de demande d'aide et de subvention. Et puis on peut se féliciter sur la petite enfance, puisque d'année en année, je pose la même question de savoir si nous faisons l'ensemble des demandes d'accueil de la petite enfance, et que vous me répondez chaque année que tout va bien, et qu'il n'y a pas de Meléciens qui soient laissés sans solution de garde d'enfants, et qu'il n'y a pas d'habitants du territoire de la communauté de communes qui soient laissés sans solution, puisque c'est la réponse que vous m'avez faite jusque-là. Peut-être que ce soir, vous la modifierez. À chaque fois que vous avez cité un chiffre, monsieur le maire, ce soir, vous avez parlé de quelques dizaines d'individus. C'est 40 000 habitants, la communauté de communes. Et pour ce qui concerne les voitures en autopartage, si ma mémoire est bonne, c'est 23 familles qui ont pu en bénéficier l'année dernière, c'est-à-dire peanuts, compte tenu du coût de cette opération, puisque ces voitures en autopartage sont des véhicules électriques dont nous avons la charge, l'entretien et la maintenance, et donc c'est finalement très peu d'individus qui en bénéficient. Et donc on est obligé de constater que dans les grands équilibres, parce que vous nous l'avez bien fait comprendre ce soir, on n'aura pas, je vous le demande depuis le début du mandat, de focus melécien. Ce serait intéressant quand même qu'en parallèle de la présentation telle que vous la faites, vous puissiez nous dire quelles ont été les actions de la communauté de communes sur la commune de Melesse, puisque ce soir nous sommes au conseil municipal de Melesse. Ce serait intéressant de savoir ce que la communauté de communes apporte à la commune de Melesse sur l'année 2022. C'est difficile à quantifier parce que sur 2020, 2021 et 2022, et je ne parle pas des années précédentes, finalement la communauté de communes, elle a coûté plus à la ville de Melesse qu'elle n'a rapporté, et c'est bien la difficulté sans doute pour vous de faire une présentation objective des choses. Mais il faut avoir juste une vision, et je termine là-dessus, qui est une vision des grands équilibres budgétaires. La communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné, elle coûte aux contribuables la bagatelle de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Et sur ces 20 millions d'euros, et là je mets chacun d'entre nous à regarder de près la réalité, quelle que soit la profession qui est la vôtre, quelles que soient vos fonctions dans l'entreprise où vous exercez vos talents, 20 millions d'euros qui génèrent 5 millions d'investissements. C'est-à-dire que le coût de la structure, c'est 15 millions d'euros, ce qui est considérable avec une augmentation de la masse salariale l'année dernière de plus de 10%. Et la réalité des investissements, monsieur le maire, j'allais dire monsieur le président, qui ne correspond absolument à rien, puisqu'il n'y a aucun gros équipement engagé dans le processus tel que nous le connaissons aujourd'hui, et qui pourra être utilisé par les Meléciens. Vous nous avez parlé du stade d'athlétisme. Comment voulez-vous faire croire aux Meléciens que les enfants des écoles iront régulièrement pratiquer l'athlétisme sur la piste de Guipel sans que ce soit monstrueux en termes de transport? Je ne rentre même pas dans le bilan carbone de l'opération. Comment voulez-vous faire croire que l'équipement sportif dit de vocation communautaire servira véritablement aux Meléciens demain, alors même que, là encore, il nécessitera, pour qu'on puisse l'utiliser, des moyens de transport considérables et un bilan carbone qui sera juste catastrophique. Donc la réalité, et vous êtes obligé, à un moment donné, vous serez obligé d'en faire le constat, en tout cas, moi je le fais peut-être par anticipation, c'est que la réalité de cette communauté de communes, c'est qu'elle coûte très cher aux Meléciens et que fondamentalement à l'arrivée, elle ne leur apporte quasiment pas de service, en tout cas pas à la hauteur de ce que les Meléciens ont payé en termes d'impôts. M. Margot, c'est un raisonnement de type Brexit que vous voulez faire. Elle est fabuleuse, celle-là. Typiquement un raisonnement de type Brexit.
pousser votre idée jusqu'au bout. Monsieur le maire, permettez-moi de répondre sur ce sujet. Non, mais permettez-moi sur la taxe Brexit. Laissez-moi Mais si, répondre. non, Laissez-moi répondre. non, parce que à aucun moment, contrairement à l'opération Brexit que à laquelle vous faites Mais le référence, raisonnement que vous avez, non, non, sur lequel absolument vous avez pas, terminé, puisque c'est ma pas bon, conclusion, c'est oui, oui. non, non, Oui, oui, ma le raisonnement conclusion, par lequel vous avez mais non, terminé, mais non, c'est c'est la la conclusion raison des Anglais, politique. monsieur le maire. La conclusion des Anglais a été, il faut sortir. La conclusion des Anglais a été, on doit sortir. D'accord? Ça n'est pas la conclusion à laquelle je suis arrivé, et à aucun moment je ne vous ai dit il faut sortir de la communauté de communes. Non, vous l'avez pas Je vous dit. dis juste, monsieur le Président, prenez enfin cette communauté de communes en main, apportez-lui de vrais projets, portez de vrais projets pour ce territoire, et là vous nous trouverez derrière vous. Vous gaspillez aujourd'hui 20 millions d'argent public pour n'en faire rien, ou pas grand-chose. C'est ça la réalité. Et ça n'a rien à voir avec le Brexit. Si, le raisonnement était base Brexit, monsieur. Monsieur Maury souhaite intervenir. Oui, juste, quand vous parliez de ne pas sortir de la communauté de communes, franchement, ce que vous venez de dire ressemble fortement, entre guillemets, à cette espèce de quant à soi, là. Mais monsieur Maury, on ne pourrait même pas la quitter, vous savez tellement. C'est incroyable. Vous permettez, je vous réponds respectueusement. Je vous dis que quand on vous écoute, on pourrait dire Monsieur Marvaux souhaite que Melesse quitte la communauté de communes. C'est tout. C'est votre raisonnement. C'est votre démonstration. Tout, c'est clair. On a tout à fait le droit. Je vais jusqu'au bout, je peux. Oui. Voilà. En tout cas, si ce n'était pas le cas, c'est bien limité. Je souhaitais vous répondre avant sur un certain nombre de points. Ce que la communauté de communes sert aux Molésiens, le service d'instruction des dossiers de permis de construire, l'autorisation de droit des sols, un service direct aux Molésiens. Les opérations d'enseignement aux jeunes de CM2, CM1, des opérations savoir rouler à vélo, c'est directement aux Molésiens. Sur la commune de Molès, il y a 2 micro-crèches actuellement, une rue de la Mézière, une sur Cap-Malo. Elle ne sert pas qu'aux familles molésiennes, j'ai entendu. Mais la volonté de la communauté de communes n'est pas d'avoir l'exclusivité du service de garde des jeunes enfants. Il y a des assistantes maternelles, il y a des services des MAM, des maisons d'assistants maternels qui se mettent en place. Il y a également des micro-crèches gérées par des structures privées. Donc la volonté de la communauté de communes n'est pas d'avoir la totalité de l'offre de services de garde du jeune enfant. L'autopartage, c'est une opération d'expérimentation. Il n'y a pas la volonté de la communauté de communes aujourd'hui d'en faire un service public généralisé. L'objectif est de permettre aux familles d'appréhender comment ça fonctionne et d'essayer d'impulser des idées pour que l'autopartage puisse également se mettre à fonctionner entre familles, entre voisins. C'est ça l'objectif. Donc ce n'est pas l'objectif d'en avoir un millier. Et puis il y a des aides que la commune reçoit, dont Melesse, sous forme de fonds de concours, sous forme de dotation de solidarité. Ce sont aussi des aides qui sont versées à la commune. Donc il y a effectivement un retour de la communauté de communes sur l'ensemble des communes, y compris Melesse. Et je ne rentre pas dans le détail de ce qui pourrait être établi sur les points que vous avez cités comme étant des points positifs. Monsieur Maury. Juste pour préciser, sur le commerce de proximité, à travers le pass commerce, Oui. aucun commerce qui pouvait y prétendre n'a été oublié. Tous les ans, je fais un bilan en commission de développement économique, et aucun commerce de Melesse en centralité qui peut prétendre à cette subvention n'a été oublié. Madame Lebrun, puis ensuite Monsieur Lebrun. Oui, juste une chose, c'est que la communauté de communes, c'est bien un TCI. Oui. Il y a un terme qui est important dans ce cible, c'est coopération intercommunale. Voilà. La coopération intercommunale. Ça fait sourire peut-être, mais c'est important. Monsieur Marvaux, vous avez demandé la parole. Oui, pardonnez-moi madame, mais vous avez une loi de décentralisation de retard, mais c'est pas très grave. Vous avez une loi de décentralisation de retard, mais c'est pas très grave. C'est un statut juridique, c'est quelque chose d'assez différent de la notion qui a été... S'il vous plaît, monsieur Marvaux. Vous m'interrompez, mais je vous laisse la parole bien volontiers. Excusez-moi de le faire, vous le faites si souvent. Mais je vais... Contrairement à vous, je ne m'en objecte pas. Madame Marzin. Vous
vous n'allez pas me faire un tour de droit, comme vous avez l'habitude de le faire, pour essayer de faire passer cet esprit qu'il ne faut pas avoir de coopération intercommunale. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous avez demandé la parole. Oui, alors, je ne vais pas débattre sur le sujet que Mme Marzin a souligné, mais je serai prêt à le faire après la séance si vous le voulez, chère madame. Sur la... Vous écoute. Sur l'objection de M. Maury de tout à l'heure, moi j'ai pour habitude de dire les choses comme je les pense. Donc si j'avais pensé une seule seconde que la solution était de sortir de la communauté de communes, j'aurais dit il faut que la commune de Melesse sorte de la communauté de communes. Il n'a échappé à personne que je ne l'ai pas dit. Donc si je ne l'ai pas dit, c'est que je ne le pense pas. D'abord parce que ce serait stupide de le penser, la loi nous l'interdirait. Mais ensuite et surtout parce que j'ai l'intime conviction. Et j'ai cette intime conviction, pourquoi? Parce que j'ai eu cette chance dans mon existence de travailler dans des intercommunalités qui avaient de véritables ambitions et qui produisaient de véritables projets et donc permettaient d'améliorer l'offre globale. Voilà, c'est la première des choses. Vous nous parlez du fonds de concours. Vous nous parlez du fonds de concours. Vous oubliez juste, quand vous dites que le fonds de concours vient en aide à la ville de Melesse, vous oubliez juste de dire que Melesse est aussi le premier contributeur de la communauté de communes. Donc, à ce titre, vous ne pouvez pas jouer de ce que l'on reçoit sans évoquer ce que l'on paye. Et les Meléciens sont les premiers contributeurs. Et c'est là encore quelque chose qui ne me pose pas de problème de principe. Ce qui continue à m'ennuyer quelque part un tout petit peu, c'est que la piste d'athlée, elle est à Pétaouchnok, que l'installation sportive est à l'autre bout, que l'équipement crèche que vous développez en centre-ville ne sera pas réservé aux Meléciens, on l'a bien compris, et que donc vous ne rentrez pas dans une logique de proximité. Et là, je parle juste de transport et de déplacement. Il eût été plus malin de créer des équipements d'accueil de la petite enfance mieux répartis sur le territoire, et certains de nos collègues maires le réclament sur leur territoire, et n'obtiennent pas satisfaction. Vous avez servi la ville de Melesse. Je considère, moi, qu'il lui fallut, et c'était plus simple, que l'ensemble des places soient réservées à des Meléciens pour éviter les transports sur la communauté de communes. Et c'est pas très logique d'imaginer que demain, on ait des enfants qui viennent de l'autre bout du territoire. Il serait plus logique de les accueillir à proximité immédiate de chez eux. Donc oui, il y a un fonds de compensation, mais non, ce fonds de compensation, il est d'abord financé par la commune. Et je le rappelle, c'est 20 millions de budget. 20 millions de budget. C'est juste considérable. Et le seul aménagement, ou le seul investissement que vous avez prévu l'année prochaine, en dehors de l'équipement sportif, monsieur le maire, je vous demande de le rappeler, c'est quand même l'aménagement des locaux qui accueillent la communauté de communes. C'est le seul investissement auquel nous serons confrontés d'ici la fin du mois. Et des voies cyclables. Elles ne sont pas à Melesse, malheureusement. Excusez-moi, monsieur Maury, de vous avoir interrompu. Juste pour souligner le fait que votre raisonnement concernant les places de crèche réservées aux Meléciens va à l'encontre de ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que Melesse devrait avoir une juste rétribution de ce qu'il paye, alors que la crèche intercommunale est payée par l'ensemble des habitants de la communauté de communes. Juste souligner, j'ai du mal à comprendre votre raisonnement, mais... Alors, je vais, si M. le maire m'y autorise, le préciser. Je ne conteste pas le fait que le financement soit mutualisé. C'est le principe même de la communauté. Je dis juste que sur un sujet comme celui de la petite enfance, parce que c'est un sujet complexe pour les familles et délicat, on le sait et ô combien, il faut que les enfants soient accueillis au plus près de chez eux. Au plus près de chez eux. Et qu'on nécessite un minimum de déplacement et de transport de telle façon que les enfants ne soient pas. Et je regrette que certains maires qui ont levé la main à une époque en disant « nous n'avons pas d'équipement chez nous et nous revendiquons la possibilité d'en avoir », je ne cite personne, je ne suis pas leur porte-parole, n'aient pas été entendus, pour l'instant en tout cas, par la communauté de communes. C'est dommage. Valette, vous voulez intervenir? Oui, j'avais juste une petite précision. Vu l'expérience que vous avez en tant qu'élu intercommunal, est-ce que vous pouvez me rappeler les différentes intercommunales où vous avez été élu, s'il vous plaît? Quoi, les différentes Intercommunalités où vous avez été élu. Alors, madame, je n'ai été élu que dans une seule intercommunalité. D'accord, une seule. C'était laquelle? Ah ben, tout le monde le sait. Si vous n'avez pas lu mon CV, madame, je ne vais pas le dire à votre place. Mais il n'a échappé à personne que j'ai été élu dans une grande collectivité de la région parisienne, d'accord, avec une ville. Mais en quoi mais qui s'appelle Versailles, c'est pas un sujet. Et en quoi c'est un problème? Il y a combien d'habitants? Et madame. Il y a Non. combien de budget?
Madame, vous confondez tout. Mais non, mais vous confondez tout. Madame, mais non, mais vous confondez Quand on a de tout. l'argent, on peut faire des projets. Mais pourquoi vous dites-vous? Ici, Non, non, il y a... Madame, ne rentre. Mais oui, et 20 millions de budget. Et vous considérez qu'avec 20 millions de budget, on ne peut rien faire? Vous savez combien? Madame, ne me montrez pas du doigt. Vous aviez... si vous me montrez du doigt. Madame, vous voyez bien que ce que vous êtes en train de faire est un raisonnement par l'absurde. Parce que... Mais non, pas du tout. Je ne vous dis pas qu'il faut porter les équipements de la communauté de communes du Val d'Ille-Bigné au niveau des équipements de la ville de Rennes, de la ville de Versailles ou de la ville de Tourcoing. Ce n'est pas ce que je vous ai dit, madame. Mais madame, non. De solidarité, on a le concept de solidarité, on a le concept d'égalité au niveau de coopération au niveau d'un EPCI. Et du coup, dites ça aux habitants de Reims ou de Gare ou des autres communes un peu rurales de l'EPCI que la commune de Melesse doit avoir tous les équipements et eux, rien. Vous m'avez entendu dire ça, madame? Ah non? un peu ce qu'ils vous Non, pas du tout. C'est là où vous vous trompez. Non, madame. Les services soient C'est... sur Melesse. Mais non, je ne veux pas que tous les services soient sur Melesse. Je veux que l'accueil en petite enfance soit à proximité immédiate des habitants. Et donc, toutes les communes doivent être concernées. Je veux que les équipements sportifs structurants de la communauté de communes soient à proximité de l'endroit où il y a les élèves. Et les premiers élèves, ils sont d'abord autour des collèges. Le premier utilisateur, madame, d'un équipement sportif, c'est un collège. Et donc, c'est cela que j'appelle de mes souhaits. Je n'ai absolument pas demandé à ce que la ville de Melesse s'accapare l'ensemble des biens. Si ça avait été... Mais non, madame Marzin, ça vous amuse de hocher de la tête. Mais si vous suiviez d'un peu près, justement, l'expérience, madame, si vous aviez suivi d'un peu près l'expérience qui, justement, a été la mienne, et si vous alliez rencontrer les maires des toutes petites communes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, vous verriez que ça n'a jamais été ni ma vision, ni mon ambition. Pour terminer, sauf il y a d'autres remarques, je voudrais quand même corriger ce que vous laissez entendre, monsieur Margot, comme à chaque fois. Sur la petite enfance, l'offre publique d'accueil de petite enfance est répartie sur le territoire. Il y a un accueil petite enfance géré sous responsabilité de la communauté de communes à Sens de Bretagne. Tout le monde va au sens. Il y en a un autre à Montreuil-sur-Doubs. Il y en a un autre à Saint-Aubin-de-Vigné. Il y a une micro-crèche à Vignoc. Il y a une micro-crèche à Melesse-Cap-Malo. Il y a une micro-crèche à Melesse-Centre-Ville. Et il y a un pôle multi-accueil à la Mézières. Donc, il y a bien une répartition de l'offre de services petite enfance, d'offre publique de la communauté de communes, de l'accueil du jeune enfant, répartie sur tout le territoire, au plus près des habitants. Pouvez-vous... Ceci, c'est factuel. Si vous avez une dernière question, monsieur le maire. Pouvez-vous juste nous dire combien de dossiers en attente sur la petite enfance? Vous avez la réponse, donc... Non, je vous la demande. Mais je ne suis pas la CAF, moi. Je ne suis pas la CAF. Ça, la question que vous posez, vous la posez à la CAF. Vous la posez à la CAF. Je prends la question, je la transmettrai à la CAF. Et c'est à la CAF que vous la posez. Ne confondez pas les choses. Monsieur. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas... J'ai jamais entendu un élu se cacher sur un tel sujet. Des assistants maternelles à domicile. Voilà. Bien, je crois qu'on a bien débattu du sujet. L'objet n'est pas de... Il n'y a pas de délibération à prendre sur la présentation du rapport d'activité 2022 de la communauté de communes, simplement à prendre acte que ceci a été présenté et que ça a duré 45 minutes. Le point 2, Madame Ledrian-Kenegdu, sur le rapport sur le prix et la qualité de service de l'assainissement non collectif au niveau de compétence de la communauté de communes. Ça aussi, c'est un service de la communauté de communes. C'est ça, donc pour rappel, vous avez le rapport dans les documents. Donc le service public d'assainissement non collectif, donc le SPANC, a été créé donc, en 2014 sur l'ex-Val-d'Ille et il exerce donc les missions obligatoires, c'est-à-dire le contrôle des installations neuves et réhabilitées et le contrôle périodique des installations existantes. Et donc en fait il exerce les éléments obligatoires d'un service d'assainissement collectif, il n'exerce pas les éléments facultatifs. Pour 2022, on a eu un contrôle des bons fonctionnements périodiques qui se sont poursuivis, donc avec la société SOR sur le premier trimestre. Le marché de prestations
installation s'est terminée le 30 avril 2022 et ensuite il y a une partie des contrôles qui ont été suspendus pour 2022 en raison d'un manque d'effectifs sur le service. Donc, compte tenu de la réorganisation de l'ensemble des services, on a donc une nouvelle organisation qui a été engagée avec le recrutement d'une chef de projet assainissement, des évolutions de missions de techniciennes, notamment sur les volets administratifs. Donc les installations du SPANC, les installations d'assainissement non collectif concernent 13 200 habitants sur l'ensemble de la communauté de communes. Vous avez un tableau avec la répartition dans les différentes communes. Donc pour Melès, on a 839 installations en 2022 avec une augmentation de 5% par rapport à 2021 pour 2265 habitants usagers du SPANC. En termes de contrôle sur les filières, les filières qui sont décrites. Les contrôles en 2022, et notamment au niveau de conformité du parc, il est de 75% au 31 décembre 2022, donc avec 3760 installations qui ont fait l'objet d'un contrôle de bon fonctionnement. Vous avez la répartition des contrôles dans les camemberts qui sont dans le document. Il y a une petite augmentation de ce taux de conformité par rapport à 2020 et 2021 qui passe, qui était de 75% respectivement. Voilà. Donc vous avez un histogramme avec le nombre de contrôles réalisés et de bon fonctionnement périodique représente le gros de l'activité. Le reste, ça va être au moment des ventes, au moment de l'installation, également les contrôles. Au niveau du budget, donc le financement du service, comme c'est un service public, il est financé par les redevances et il est obligatoirement à l'équilibre. Vous avez l'évolution des tarifs entre 2022 et pour 2023, donc vous constatez que ça ne bouge pas. Le résultat financier, donc on a pour la section de fonctionnement, on a des recettes d'exploitation de 287 086,34 € net. Et des dépenses d'exploitation de 166 686,83 € net. Et donc, compte tenu d'un résultat reporté en fin 2021 de 106 062,99 €, le résultat cumulé à la fin 2022 est de 226 544,60 €, soit un résultat d'exercice de plus 120 481,61 €. Qui est supérieur à ce qu'on avait en 2021. Et on a des impayés de 1406,62 €, soit 3,71% des montants facturés en 2021. Et les impayés concernent essentiellement des pénalités de retard de travaux. Voilà. Merci. Demande de précision. Oui, monsieur le maire, une seule. Comment expliquez-vous l'augmentation du nombre de personnes concernées? On devrait plutôt avoir une baisse du nombre de personnes qui sont raccordées sur un SPANC. Enfin, j'imagine, mais je peux me tromper. Il n'y a pas de plus en plus de gens raccordés au collectif. Donc, comment on a une population qui augmente sur cette partie-là? J'arrive pas à la comprendre, cette augmentation. Dans l'augmentation globale, il y a d'abord une augmentation qui est liée à un inventaire plus complet de ce qui a été fait sur la partie du pays de Guinée, l'ex-pays de Guinée. Après, pour ce qui concerne Melès, par exemple, toutes les parcelles en fait, qui vont faire de la division de parcelles, ça augmente nécessairement le nombre de maisons qui sont desservies par l'assainissement collectif. Donc, toutes les opérations de division de parcelles qui sont en assainissement collectif, au lieu d'avoir une maison, on a 3, 4,
Merci. Bien, c'est comme un rapport d'activité, une présentation, donc acte que ce RPQS a été présenté en conseil municipal de ce soir à Metz. Le point suivant à l'ordre du jour, merci Sophie, le point suivant à l'ordre du jour, sur la demande de subvention de la commune de la Mézières sur le service d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Mathieu, j'ai une place dans ce point. La commune de la Mézières accueille maintenant spécialisé une psychologue partenaire pour les élèves du territoire dans le cadre du RAVED, pour un réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Le financement de cette personne rentre dans les obligations de la commune de soutenir aux besoins de fonctionnement de l'école, proportionnellement au nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques. La commune de la Mézières fait l'avance du matériel nécessaire et des charges de leur fonctionnement. Pour l'année civile 2023, la commune de la Mézières sollicite une subvention pour le fonctionnement de cette antenne à hauteur de 1,35 € par élève, soit un montant de 648 €. Le conseil municipal est invité à réguler donc une subvention de 648 € au titre de la RAVED, autoriser M. le maire à verser la subvention à la commune de la Mézières et autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Je pense que c'est clair. Je soumets au vote du conseil municipal qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Adopté à l'unanimité. Merci. Le point suivant. Signature d'une convention relative à la collecte des déchets alimentaires avec le SMIC. Une signature d'une convention relative à la collecte des déchets alimentaires avec le SMIC Val-Cobraise. La loi avec le 10 février 2020 l'obligation qui est à la source des biodéchets pour tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets à partir du 1er janvier 2024. Et donc dans ce cadre, pour accompagner les restaurations collectives, le SMICTOM Val-Cobraise crée un premier circuit de collecte sélective des déchets alimentaires en vue du traitement en méthanisation par un méthaniseur local acceptant les biodéchets externes. La restauration scolaire de Mollet sur l'ensemble de ce site est concernée par ce dispositif, et en parallèle, un diagnostic des tables des prix et des pratiques pourrait être organisé dans chaque cantine pour accompagner l'animateur du geste électif. Les déchets suivants seront acceptés dans toute préparation de repas, donc les cultures, coquilles, des fruits, crêpes, etc. Les restes de repas, donc tous les restes de légumes, fruits, salades, pâtes, les produits alimentaires périmés, aliments périmés mais sans emballage bien sûr, les papiers emballage biodégradables, donc filtre à café, sachet de thé. La collecte se fera sur la base des semaines scolaires, 66 semaines par an, et en fonction de l'évolution du service, cette collecte pourra évoluer à 52 semaines par an. Le coût annuel de la collecte pour 4 bacs sur 3 sites est de 960 €. Donc une convention entre le SMICTOM et la ville de Meules définit les conditions administratives, techniques et financières pour la mise en œuvre, le financement, l'utilisation et l'exploitation des moyens de collecte permettant la collecte des déchets alimentaires. Et cette convention a surtout pour objet de formaliser les engagements réciproques des parties. Merci beaucoup. Avez-vous des demandes de précision, M. Ferrand? Oui, je voulais savoir comment allait être choisi le méthaniseur et sur quel territoire il sera choisi. Posons la question à Val-Cobraise. Okay. Ça vous fait rire, monsieur. Et il y a Val-Cobraise qui a la compétence. Et les trois sites, qui sont concernés sont les trois sites de collecte. Scolaire. Il y a un composteur à côté, enfin, il y a les composteurs à côté du restaurant scolaire, il y a un composteur à côté de l'école Saint-François, et il doit y en avoir un autre à côté de la salle de La LSH. Non, la LSH, pardon. D'accord. Non, monsieur le maire, ce n'est pas Val-Cobraise qui a la compétence. Et vous le savez très bien. La compétence, elle appartient à la commune, qui la transfère lorsqu'elle le souhaite à l'intercommunalité. Elle peut le faire, elle ne l'a pas encore fait. Écoutez bien, mesdames et et messieurs, peut... c'est un cours, monsieur. Non, mais monsieur, c'est important, monsieur le maire, parce que ça veut dire que vous donnez le sentiment. Vous voulez répondre, et ce n'est pas la première fois que vous le faites sur ce sujet. Vous voulez faire croire aux Meulésiens, quand il y a un problème avec Val-Cobraise,
que ça n'est pas de la responsabilité de la commune. C'est pleinement de la responsabilité de la commune. Ce que la commune de Melez a fait avec Val-Cobraise, comme elle l'a fait avec d'autres, c'est déléguer le service, mais en aucun cas, monsieur le maire, la délégation de service public n'est un abandon de service public. Or, dans votre bouche, c'est systématiquement un abandon, puisque lorsqu'on vous pose la question, et quand les Meléciens vous posent la question, vous leur répondez, voyez avec Val-Cobraise. La réalité, monsieur le maire, c'est que vous êtes le responsable, que la commune de Melez est responsable. En l'occurrence, nous n'avons pas transféré cette compétence à l'intercommunalité, et ça, vous auriez pu répondre que ça n'était pas de la compétence du maire, mais de la compétence du président, et nous avons délégué à un prestataire extérieur la gestion. Mais la délégation, ça n'est pas l'abandon. Mais je n'ai pas dit l'inverse de ça. Vous avez commencé par dire, monsieur le maire, que ça n'était pas la compétence de la commune, mais celle de Val-Cobraise. Elle est exercée par le Val-Cobraise, donc le choix du méthaniseur, la question de monsieur Ferrand, est une question opérationnelle, et c'est dans la délégation qui a été faite que c'est le délégataire qui choisit, tout simplement. Mais puisque la question a été posée et que la réponse sera apportée après sollicitation du SMIC de Val-Cobraise au PV de la séance. Monsieur Marot. Monsieur le maire, vous venez de nous dire que le choix d'un emplacement, le choix de l'emplacement d'un méthaniseur était un choix. Le choix du méthaniseur de collecte, il existe déjà. La question qu'a posée M. Ferrand était de savoir où serait implanté le. C'est quel choix? Le choix de. Quel type de méthaniseur et à quel endroit il serait. Le choix. Quel serait? Bon, alors répondez, quel est le méthaniseur concerné? C'est pas la réponse. Celui de l'Istré, celui de où vous voulez, peu importe, ils existent déjà les méthaniseurs. Val-Cobraise va organiser sa tournée en fonction de là où il aura des déchets à ramasser et il l'emmènera avec le méthaniseur avec lequel il aura conventionné. Comme on connaît justement les lieux de collecte, donc on sait forcément quel sera le méthaniseur qui sera choisi à ce moment-là. Non, parce qu'on peut les trimballer. Non, parce que il n'y aura pas que On parlait de trois. Je posais la question de savoir quels étaient les 3 points de collecte. Donc on parlait de. Val-Cobraise n'organise pas une tournée que pour Melez. Val-Cobraise gère un nombre de communes au cas particulier qui inclut plusieurs méthaniseurs. Et donc, je ne sais rien qu'elles vont choisir. La délibération portant sur Melez, je pose la question pour Melez. C'est parce qu'on délibère parce que c'est des déchets de la commune. C'est pour ça. la convention est D'où entre la ma commune question sur Melez. et Val-Cobraise. Là, vos déchets jaunes et vos déchets gris, ils ne partent pas à Melez. Non, effectivement. Pas traité à Melez. Bien. Sur la validation de cette convention, je mets au vote. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Ceci est validé à l'unanimité, merci. Le point suivant, point 5. Personnel municipal, création d'emplois. Un poste d'animateur jeunesse à temps complet créé par délibération sur le grade d'animation est vacant depuis le 1er septembre de cette année. En conséquence, il est proposé de modifier cet emploi afin de faciliter le recrutement. L'emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière animation et sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des adjoints d'animation. Ceci est précisé dans le tableau qui suit. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant du grade d'adjoint d'animation principale de 2e classe et dans les conditions fixées aux articles L332-8, 2e alinéa, ou L332-14 du Code général de la fonction publique, et pouvant justifier d'un diplôme BPGEPS ou diplôme d'animation niveau 4 ou supérieur, ou à défaut un BAFD et expérience équivalente dans le domaine concerné. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice de mission, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience professionnelle. Le poste bénéficiera du RIF 7 ainsi que défini pour le groupe G2 ou G1 de la catégorie C. Le recrutement d'agents contractuels ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets 2019-1414 du 19 décembre 2019 et 88-145 du 15 février 1988
ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. J'invite M. Marbeau. Oui, monsieur le maire. On vote en conseil municipal des créations de postes. On n'a pas beaucoup de retours sur le fait qu'ils soient ou non occupés. Je prends pour exemple le poste que nous avons créé en juillet de cette année pour le suivi de chantier de la salle polyvalente, et on n'a pas eu de retour sur le recrutement ou non-recrutement. Il y avait eu un débat dans la séance. Est-ce qu'il serait possible d'avoir au moins une fois par an un état des postes vacants? On arrêterait une date qui est celle de votre choix, mais on décide d'avoir une publication une fois par an des postes vacants sur l'ensemble des postes existants. Merci, monsieur le maire. Je soumets donc au vote du conseil municipal en vous invitant à adopter cette proposition et de modifier le tableau des emplois à compter du 1er octobre prochain. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous vous remercions. Point 6. Étude de faisabilité en vue de la sécurisation de la traversée de la route départementale 82 au droit du nouveau collège Mathurin-Méheux au carrefour dit de l'Épinette. C'est Sophie Devrient-Kénégu qui va présenter ce point. Le carrefour de l'Épinette est situé sur la RD 82 qui traverse la commune de Melès. Il dessert le centre-ville à l'est et l'accès au nouveau collège à l'ouest. C'est également par cet endroit que passera la liaison cyclable à haut niveau de service Montreuil-le-Diable de l'Est Saint-Grégoire, dont l'étude menée par le département démarre cet octobre dans le cadre du programme Mobilité 2025. Du fait de l'importance de ce carrefour, notamment pour la circulation des piétons et des cyclistes, la commune de Melès sollicite le département d'Ille-et-Vilaine afin de faire étudier les conditions de mise en sécurité de ces traversées en complément des 2 passages souterrains existants au nord et au sud. Et donc la commune décide de solliciter le département d'Ille-et-Vilaine afin que la communauté de communes du Val-d'Ille et la communauté de communes du Val-d'Ille afin que soit étudiée la meilleure solution pour le franchissement sécurisé de la RD 82 pour les piétons et les cyclistes au niveau du rond-point de l'Épinette. Et je précise que la commission mobilité s'est réunie le 19 septembre 2023 et qu'on a émis un avis favorable au principe de cette demande d'étude de sécurisation. Merci. Monsieur Ferrand. Ouais. Je voudrais juste revenir sur la genèse un peu de cette délibération, puisqu'en fait c'était le groupe Ensemble pour Melès qui avait proposé une délibération avec des éléments un peu plus précis, un peu plus matériels. Nous l'avions commencé à présenter au mois de juin. En fait, dès l'obtention du collège pour Melès, on s'en était évidemment félicité, mais on s'est tout de suite rendu compte que la traversée de ce rond-point allait être problématique en termes de sécurité pour l'ensemble des usagers. Le commissaire enquêteur en avait d'ailleurs émis la chose dans son rapport. Donc on a travaillé dessus. Il s'avère que je vous ai proposé et présenté, enfin nous vous avons présenté ce qui s'est fait sur béton, avec le béton où de la route a été refaite entre 2 ronds-points, ce qui sera le cas avec le rond-point d'Olivette qui va être fait là incessamment sous peu. Ça a commencé les travaux. Donc la route va être refaite du rond-point de l'Épinette jusqu'au giratoire des Olivettes. Et donc ça va être l'occasion à ce moment-là de refaire le nouveau rond-point avec le marquage au sol tel qu'on vous l'a présenté. Je regrette qu'on n'en soit encore qu'une étude. On fait que des études. On n'est pas lu dans l'anticipation. Cette étude-là, elle aurait pu être menée dès l'obtention du nouveau collège à Melès. Voilà, donc je regrette et nous regrettons cette situation. Et nous regrettons surtout que la délibération que nous avons présentée et travaillée soit aussi dénaturée. On a travaillé en commission sur ce sujet et on est arrivé à cette proposition. On a pas mal débattu, travaillé sur ce sujet, ça a occupé une grande partie de la commission et on était tous d'accord sur cette proposition en fin de réunion. Par ailleurs, évidemment, ça nous préoccupe aussi depuis le départ, évidemment. Voilà, et comme ça rentre en plus dans le cadre de la liaison cyclable, ça peut aussi être dans ce cadre-là que les études soient faites. Et à un moment, de toute façon, c'est le département qui va lancer les études. Et nous, on est là pour inciter le département à accélérer un peu sur ces études. C'est l'objet de la délibération. Et c'est ça sur quoi on est d'accord en fin de réunion de commission. C'est à titre d'exemple, c'est ce que vous avez fait sur la D28 qui met devant le collège. Vous avez la D28 reste
compétence départementale, mais vous avez pu en faire une zone 30 avec des aménagements spécifiques. Parce qu'il y a une section qui est passée en agglomération. Passée en agglo. Donc elle est passée en agglo, donc c'est de la compétence maintenant de la commune. Oui. Ok. Donc c'est plus une des 28 en fait. Si, ça peut toujours des 28. Oui, absolument. Il y a une tranche 1, je crois, il y a une tranche 2 à venir après, je crois, c'est ça. Oui, oui. Monsieur Ferré a levé la main. Non, la finalité de ces délibérations, c'est surtout que le conseil départemental anticipe les études par rapport à celle de la voie douce, de la piste cyclable entre Saint-Grégoire et Melesse, qui n'attendent pas de faire les études de la piste cyclable pour travailler sur ce dossier qui est une priorité pour nous. Dans le calendrier, c'est cohérent parce que les études de cette voie cyclable Saint-Grégoire-Melesse-Montrevega devraient démarrer à la fin de cette année. C'est plus au niveau de la réalisation peut-être derrière qu'ils anticipent ce carrefour plutôt que on sait que la piste cyclable ça prendra des années. Et que là c'est un travail assez facile à mettre en œuvre de refaire le rond-point. C'était le sens de c'est ce qu'on avait compris effectivement Tout à à la fin de la fait. réunion, mais c'était le sens de la délibération. Je soumets donc au vote. Vous invitant à approuver les principes d'une étude de sécurisation de la traversée de la route départementale 82 pour l'équipement des cyclistes au niveau du rond-point d'Épinette. Vous autorisez à solliciter le département et la communauté de communes afin que le projet puisse être étudié dans les meilleurs délais. Vous autorisez à signer tous les documents relatifs à la gestion de ce dossier. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Le point 7, marché de Noël, monsieur Maurice. Marché de Noël, planification du métrage linéaire. Dans le cadre du marché de Noël 2023, il est apparu nécessaire au nombre de la Commission de développement économique, pour pallier à la hausse des coûts de l'énergie, de procéder à la mise en place d'une planification à destination des participants. La Commission de développement économique du 13 juin 2023 a émis un avis favorable à l'unanimité des membres présents sur la proposition suivante: instaurer un tarif de 10 € le mètre linéaire. Les paiements seront effectués le jour du marché avec la régie du marché hebdomadaire. Les candidats au marché, nous avions une commission bonsoir, ça n'a pas freiné entre guillemets les candidatures puisqu'on a un peu plus d'une quarantaine, je crois, de participants. Et on a fait déjà également quelques tris. Donc, et c'était déjà dans les contrats que nous avions adressés pour que les professionnels puissent réserver leur place pour le marché de Noël de Noël. Donc le conseil municipal est invité à valider la création de ce nouveau tarif, tel que présenté ici-dessus, charger les services de modifier l'arrêté de création de la régie marché et autoriser M. le maire à signer tout document relatif à son dossier. Merci beaucoup. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Point 8. Concernant la redevance pour l'occupation provisoire de domaine public pour les chantiers de réseau public de distribution de gaz. Allez-vous placer? Une redevance pour l'occupation provisoire du domaine commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseau public de distribution de gaz a été instituée par décret numéro 2015-334 du 24 mars 2015. L'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel sur la commune donne lieu au paiement d'une redevance, dite RODP. Le calcul de cette redevance est effectué sur la base de longueur de canalisation construite pour renouveler sur le domaine public communal et mise en gaz au cours de l'année 2021. C'est un calcul qu'on fait tous les ans. La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages, des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par conseil municipal dans la limite du plafond suivant, soit 0,35, soit la longueur, soit le
construction ou de la rénovation, et là on est sur la distribution. Et pour le coup, le calcul se fait dans la limite du plafond suivant, soit 35 centimes par la longueur plus 100 fois le coefficient de revalorisation. De la même façon, les mètres linéaires sont communiqués à la ville de Metz pour qu'elle puisse calculer sa redevance. Merci. C'est une délibération c'est une redevance annuelle. Je propose donc au conseil municipal de valider, de fixer le montant de la redevance d'occupation du domaine public 2022 pour l'occupation provisoire de son domaine public pour des chantiers de travaux sur des ouvrages de réseau public de distribution de gaz au plafond de 35 centimes par mètre de canalisation de distribution mise en gaz au cours de l'année 2021 et de fixer le montant de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel sur la commune au plafond de 0,35 centimes par mètre de canalisation de distribution de gaz naturel. Vous m'autorisez à signer le document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point 9. Approbation d'avenant pour le marché de travaux du mail du Champ-Courtin. Madame Massé. Un avenant doit être conclu pour le marché 2020-06 relatif aux travaux du mail Champ-Courtin. Les modifications de contrat correspondent à une modification non substantielle du marché initial. Elles n'introduisent pas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue. L'équilibre économique du marché en faveur du titulaire n'est pas modifié de manière non prévue dans le marché initial. Enfin, une modification ne modifie pas l'objet du marché. Ces modifications ont été demandées par le titulaire et contrôlées par les services techniques de la commune dans le cadre du suivi des travaux. L'avenant numéro 1 vient détailler la répartition des prestations par membre du groupement et n'a pas d'incidence financière. L'avenant numéro 2 porte sur des adaptations techniques du projet officiel en modifiant certaines quantités inscrites au bordereau de coupe initial ainsi qu'en ajoutant des lignes à ce bordereau de coupe unitaire. L'avenant numéro 3 ajoute des lignes de travaux supplémentaires et enfin l'avenant numéro 4 insère une moins-value de 4,7%. Je rappelle le montant initial du marché de 793 000 euros. Vous avez ensuite des tableaux qui détaillent les avenants successifs pour arriver en fin d'avenant numéro 4 à un portail de 761 801 euros 40 pour un total de 949 161 euros 68. Merci. Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, juste une demande de précision sur la conduite des travaux. Vous deviez donc recruter en juillet quelqu'un. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette personne a été effectivement recrutée? Puisque Mme Mestri m'avait quasiment confirmé que ce serait fait avant le 14 juillet. Mais pas sur la voirie. Là, on est chez les chantiers de voirie. Oui, et la question alors. L'agent de la collectivité qui suit les travaux de voirie est en place depuis déjà. Monsieur le maire, c'est pas ma question. Alors, effectivement, ma question ne tombe peut-être pas au meilleur moment. Mais est-ce que vous pouvez quand même y répondre ou... Oui, je peux vous répondre. Je peux vous répondre que un agent a été recruté en matière de conduite d'opération. D'accord, merci. Et à quelle date? Au 18 septembre. Prise de poste 18 septembre. Sur la validation de ces avenants pour le marché de travaux du Mail, je mets au vote. Demandant au Conseil de m'autoriser à signer ces avenants pour l'opération de l'aménagement du Champ-Courtin tel que Mme Marie-Lise Massé vient de présenter. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? 5 abstentions. Adopté. Le 10.
l'avenant concernant le marché de travaux de la salle multifonction. Intérieur. Un avenant doit être conclu pour le marché 2019-14 relatif aux travaux de la salle multifonction. Comme sur l'avenant précédent, ces modifications n'entraînent pas des avantages de défaut de procédure si elles avaient été incluses au marché initial. Ces modifications ont été demandées par l'architecte et contrôlées par les services techniques de la commune dans le cadre de suivi de travaux. Et cet avenant numéro 6 porte sur un nouvel organisme d'épargne de prix. Et le montant initial du marché était à 220 000 € hors taxe. Le montant de l'avenant est de 5 067 €. Le total du V7 à 261 462 €. Merci. Nombre de précisions. Je mets donc au vote du conseil municipal en vous invitant à autoriser à signer ces avenants du lot menuiserie intérieure de l'opération de la salle multifonction telle que Mme Massé vient de présenter. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 4, 5. Bloqué. Les cadres de travaux de la route départementale des avenants doivent être conclus pour le marché 22-01. L'avenant numéro 1 concerne une correction des normes matérielles dans la rédaction de l'indice de révision. L'avenant numéro 2 correspond à des prestations supplémentaires éventuelles facultatives non reconnues lors de la notification. Elles n'introduisent pas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient accédé davantage d'opérateurs économiques qui permettent le choix d'une offre autre que celle retenue. Enfin, les modifications ne modifient pas le biais du marché. Et l'avenant numéro 3 correspond à des plus-values et des moins-values. Ces modifications ont été à l'initiative de la commune et contrôlées par les services publics dans le cadre du suivi des travaux. Le montant initial du marché public était de 293 613 € hors taxe. Vous avez ensuite la succession des avenants qui portent le marché à un total de 423 512 €, soit pour un total PPC de 508 202 €. Merci. Demande de précision. Monsieur Marvaux. Non, juste force est de constater que quand les prix n'augmentent pas, la présentation est faite avec des annonces de pourcentage. Quand les prix explosent, on ne nous annonce plus les pourcentages. Là, on parle de 40% de surcoût. Non, mais c'est la bagatelle de 200 000 €, vous avez raison, cher madame. C'est tout simplement qu'il y a des travaux qui... C'est pas un surcoût, c'est des travaux qui n'étaient pas prévus au marché initial. Alors, vous m'expliquerez la différence entre ce qui n'est pas initialement prévu et ce qui dépasse. Si c'est pas prévu, c'est que c'est mal conçu. Si c'est mal conçu, ça ne répond pas aux besoins, on en reparlera plus tard. Bien, je soumets donc au vote en proposant au Conseil donc, d'autoriser à signer ces avenants de coopération tels que Mme Massé vous les présentés. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 5. Adopté. À suivre des points d'information concernant le marché d'hydrocurage, les DIA, et en point d'information diverses, le rappel du mail qui a été adressé à tous les conseillers municipaux sans délégation concernant le renouvellement de la commission de contrôle des listes électorales qui va être renouvelée donc à mi-mandat pour 5 sièges, 3 sièges du groupe majoritaire, 2 sièges du groupe minoritaire. J'ai reçu à ce jour 4 candidatures, 3 candidatures du groupe majoritaire
une candidature du groupe minoritaire. Et vous pouvez en rajouter une deuxième, la mienne. Voilà, c'était ma question, monsieur Ferré. Vous le confirmez par un mail, s'il vous plaît, au service. Merci. La date limite de transmission de ces informations-là en préfecture étant le 30 septembre. Donc on va pouvoir le faire dès ce vendredi. Bien. Je vous ai adressé une série de questions orales. Donc, je vous propose de bien vouloir prendre les questions les unes après les autres, de bien vouloir les relire et nous y répondrons Au fur et à mesure. à suivre. Ça vous va? Parfait. Merci beaucoup. Votre première question. Alors, la ville de Béton a récemment subi une cyberattaque de grande envergure dont les conséquences pour les habitants sont potentiellement graves. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures prises par la ville de Melesse pour nous protéger d'une telle intrusion? Et concernant ces cyberattaques, nous avons dans notre équipe un expert en protection des entreprises et intelligence économique. Envisagez-vous de le solliciter? Pour la gestion des réseaux informatiques de la ville de Melesse, nous avons mis en place deux contrats. Un premier contrat de prestation de maintenance curative et préventive qui est confié à la société Ilian, et un contrat d'infogérance confié à la société Verifrog. Ces deux prestations intègrent le risque cyber. Des mesures ont déjà été mises en place depuis 2 ans, progressivement, d'autres sont à venir. Par ailleurs, un groupe de travail sur ce sujet de la cybersécurité des collectivités locales a été mis en place. Il est constitué de représentants de l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France, Légalisme Bretagne, la gendarmerie, la préfecture et le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. Il a été mis en place au courant de cet été. Les services de la ville de Melesse travaillent en réseau avec ce dispositif pour bénéficier de leur accompagnement. Et nous le savons tous, la protection, le risque cyber passe beaucoup par les usages sur les réseaux. Et des opérations de sensibilisation ont déjà été menées au niveau des différents postes de travail et vont se poursuivre auprès des agents de la collectivité. Et les consultations pour des prestations se font auprès de sociétés. Peut-être que je l'ai dit dans le cas de la maintenance préventive et curative auprès d'Ilian, ou l'autre gérance auprès de Verifrog. On n'a pas de prestations freelance. C'est comme ça qu'il fallait répondre à votre question. Okay. Est-ce qu'il serait possible d'avoir communication de ces contrats avec ces prestataires? Le contrat, c'est le contrat public. Je donne la question. Okay. Très bien. Votre deuxième question? Alors, nous avions donc appris le 5 septembre dernier, comme l'ensemble des associations de la ville, appris par un courrier de votre part, le report de l'ouverture de la nouvelle salle polyvalente. Pouvez-vous nous en dire plus sur les 19 pages de réserve ainsi que sur les raisons précises qui ont conduit alors la commission de contrôle et de sécurité à refuser l'ouverture de cet établissement recevant du public? Bon, dans la formulation de votre question, il y a d'abord une rectification qui est nécessaire. Parce qu'à aucun moment, la commission de sécurité n'a refusé l'ouverture de la salle du Champ-Pourtant. Vous écrivez. À aucun moment, il y a eu de refus. Le préventionniste a simplement décalé la date de visite sécurité de l'équipement. Initialement, elle avait été programmée le 5 septembre. Elle a été reportée au 14 septembre, parce qu'en effet, il y avait un certain nombre de réserves qui étaient à lever. Et cette visite de sécurité du 14 septembre, tu y étais là, Marie-Édith aussi, ainsi que Serge, a donné un avis favorable. Alors la visite de sécurité ne fait pas tout. Ensuite, il y a la convocation à la commission de sécurité qui a suivi, et donc qui s'est réunie concernant l'équipement multifonction de Melesse hier, et qui a émis un avis favorable, c'est ce que je l'ai dit en tout début du conseil.
l'ai dit aussi en début, la programmation de l'usage de l'équipement se fait de manière progressive sur cette fin de semaine et sur la semaine prochaine. Question suivante. Je reviens juste quand même sur cette deuxième question. Est-ce qu'on pourra quand même avoir accès à ces documents? À quel document? Sur les réserves qui ont été émises à ce moment-là. Il y aura, ce qui sera public, c'est le rapport, le compte rendu de la commission de sécurité. En termes de calendrier, sous quelle échéance? La commission s'est réunie hier. Le compte rendu la commune va le recevoir d'ici fin de cette semaine. C'est logiquement un délai qui n'était pas, puisque c'est le 10 qui rédige, qui fait valider par la préfecture. Et avec au fil de l'eau la levée des quelques réserves qui pouvaient y avoir. Donc c'est une semaine, 3 semaines, enfin... Ok, on attendra. On attendra. Troisième question. Donc, tous les Molésiens ont pu constater cet été que la nouvelle salle polyvalente était restée largement éclairée la nuit. Pouvez-vous actualiser le coût de gardiennage et d'éclairage de cette salle dans la période de préouverture? C'était pas en période de préouverture, c'était en période de chantier. Et il a été constaté tout au long de ce chantier de très nombreuses visites avec effraction, toutes les semaines, et des vols tout au long du déroulement du chantier. Il n'y a pas que le chantier de la salle multifonction, le chantier du collège a subi les mêmes avatars, qui nous a amené à la mise en place d'un gardiennage qui était devenu absolument nécessaire pour que le chantier puisse avancer et ne se dégrade pas au fur et à mesure qu'il avance. Et ceci pour éviter les grosses intrusions, ce qui s'est produit grâce au gardiennage. Le gardiennage de nuit a été effectif du 20 avril au 30 juin. Et sur la période d'été, il y a un gardiennage de jour et de nuit entre le 1er juillet et le 5 septembre. Le coût de gardiennage aujourd'hui facturé est de 60 217 €. La facture électrique d'éclairage de nuit, alors, il y a en effet eu de l'éclairage de nuit par période, par séquence. C'est pas l'ensemble de la salle, c'est pas l'ensemble des équipements qui a été allumé, c'est une partie mineure de l'éclairage qui était actif. Je regarde Serge, il était tous les jours sur le chantier. Je confirme. C'était qu'une partie. Il n'y a pas d'identification liée à l'éclairage de nuit. Ce que je peux vous dire, c'est que le montant des factures sur cet équipement est de 2 575 €. C'est une partie, petite partie. Voilà. La question suivante. Oui, monsieur Berg, c'est moi qui vais la prendre, si vous voulez bien. Vous aviez présenté cette nouvelle salle comme étant la solution à tous les besoins du monde associatif et tout particulièrement celui de l'accueil du gala de danse de l'amicale laïque qui réunit chaque année plusieurs centaines d'enfants et de parents. Nous avons découvert avec stupeur dans un mail de rentrée de l'association le texte suivant. Le gala a lieu à la salle Cassiopée de la Mézières. Aucune salle de Melesse ne convient en termes de taille et d'organisation spatiale à notre grand regret. Précision peut-être, le gala dont il est fait allusion est celui de juin 2024. Nous vous alertons depuis 4 ans, monsieur le maire, sur le fait qu'il ne suffit pas d'écrire polyvalent sur un bâtiment pour qu'il le devienne. Quelles mesures allez-vous prendre pour que notre commune puisse enfin accueillir dans des conditions dignes l'un des plus gros événements de l'année pour le monde associatif? C'est Mme Marzin qui peut apporter une réponse. Avant même l'ouverture, avec un aperçu d'inachevé, l'association a pris la décision, cette décision. Ce choix lui appartient. Il n'y a eu aucun échange avec l'adjointe en charge de la vie associative. C'est une décision d'association. L'autre question suivante.
je découvre que l'adjointe en charge du mouvement associatif ne parle pas aux associations. Non, pas du tout, c'est pas ça. Ne défendez pas les propos. Une fois de plus, M. Marot, C'est l'association qui nous parle. l'association ne m'a pas informé de ça. Je n'ai pas été destinataire du mail dont vous parlez. D'accord? Vous en avez eu connaissance, madame? Non, monsieur. Je n'ai pas eu connaissance de ce mail et de cette information. Donc c'est une décision associative. Liberté d'action pour les associations. Et ne dites pas l'inverse de ce que je viens de dire, s'il vous plaît. Contact. Mais... Non, Précision importante. Vous avez tendance quand même à déformuler. Alors vous avez tendance à ne pas répondre à la question. Grosso modo, vous nous dites que vous n'êtes pas au courant, ce qui n'est pas très rassurant sur la façon dont vous gérez le monde associatif, mais ça, c'est pas très grave. Et... Dans l'exercice, là, il n'y a pas la question suivante. Non, mais la réponse est bien entendue, il n'y a pas de réponse à la question. Merci, monsieur Maury, de me rappeler à l'ordre. Non, mais vous êtes très bien en adjudant de semaine. Dans le cadre du déménagement des associations, programmé et malheureusement interrompu à la dernière minute, nous avons découvert, comme vous, semble-t-il, l'état particulièrement inquiétant de la salle Christophe Collant, utilisée par la section danse. Le lapsus est amusant, il sera noté au procès-verbal. J'ai dit Christophe Collant, effectivement, pour la danse. Au lieu de Christophe Colomb, ça n'aura échappé à personne, je le soulève de moi-même. De très nombreux parents nous ont approchés, s'inquiétant à juste titre des problèmes d'humidité et d'insalubrité de cette salle, mais plus encore, c'est l'état du parquet et les nombreux trous qui présentent aujourd'hui un risque grave et immédiat de chute et de blessure. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures d'urgence que vous allez prendre pour y remédier? J'imagine que le déménagement ayant lieu, la solution pour la danse est trouvée. Quid de l'avenir de cette salle qui est dans un état qu'on peut qualifier de détestable? Non mais madame, nous avons appris en début de séance qu'effectivement il y avait des changements, puisque le maire n'a pas pris le temps de nous informer hier. Nous aurions sinon retiré la question, madame. Mais vos questions, vous les avez déposées dans les délais, lundi soir. Tout à fait. Vous auriez pu nous informer de l'ouverture de la salle. Lundi soir, On aurait pu retirer la question en début de séance, monsieur le maire. Bon, la question est posée. Elle a été posée oralement. Mme Marzin va y répondre. Donc, comme effectivement il a été précisé, la visite de sécurité qui était programmée le 5 septembre a été reportée par le service du 10. Cette information nous a été communiquée le 1er septembre. L'organisation du déménagement auprès des associations a été annoncée le 29 juin. Cette date anticipait l'installation des activités dans la salle polyvalente, à savoir la salle ex-Buzo, dont le sol a été récemment refait. Et donc aujourd'hui, nous avons un beau parquet qui a été installé pendant l'été. Je précise, les activités du Buzo ont été menées jusqu'à la fin juin. Et on va dire qu'au 1er septembre, s'il n'y avait pas eu ce retard de mise à disposition de la salle de Saint-Quentin, la salle danse était opérationnelle. Durant cette période transitoire, donc, parce que la danse reprenait le 18 septembre, deux propositions ont été faites. Donc, une de réouvrir la salle Christophe Colomb telle qu'utilisée jusqu'en juin dernier, permettant de démarrer les activités adaptées aux circonstances, et l'autre de reporter les cours tout ou partiellement sur la période des vacances scolaires. L'association amicale laïque a fait d'autres suggestions qui ont été examinées et s'avérant impossibles à mettre en œuvre. Au cours de la semaine du 11 au 16 septembre, le transfert de certains cours sur différentes salles, certes sans répondre totalement à la demande, a pu être étudié et proposé pour une reprise des cours donc annoncée par l'association le 18 septembre, comme je viens de le dire. Une autre option de prise en charge financière par la mairie, avec location d'une salle sur Melès par l'association, avait été acceptée le vendredi 15 septembre. Sans qu'on en soit informé, l'association n'a pas donné suite et a informé les adhérents de l'association le dimanche 17 septembre de la reprise des cours, salle Christophe Colomb. Un choix qui appartient à l'association. Merci. Oui, fin avril,
et ce devant plusieurs personnes, une altercation qualifiée de violente par certains aurait eu lieu en mairie entre M. Martin, notre DGS, et certains élus. Depuis cette date, M. Martin n'exerce plus ses fonctions au sein de notre commune. Pouvez-vous nous éclairer sur la réalité de la situation concernant notre directeur général des services et nous informer du coût mensuel de son remplacement par l'actuelle procédure d'intérim? Il est conditionnel, vous avez bien fait, parce qu'il n'y a pas eu d'altercation violente entre certains élus et M. Martin DGS. M. Martin est en arrêt de travail depuis mi-avril, et cet arrêt de travail se prolonge heureusement. Le service des missions temporaires du CDG 35 a été sollicité pour assurer le remplacement de M. Martin sur une mission de direction. Cette prestation est au catalogue du centre de gestion du Midi-Vilaine et est facturée 40 € de l'heure, conformément à leur tarif 2023. À ce jour, les missions temporaires effectuées en total cumulé sur les missions de direction de fin mai à fin août sont de 303h25. Voilà. Avez-vous des questions ? Le skatepark a été démonté il y a maintenant près d'un an. Pouvez-vous nous dire à quelle date et à quel emplacement sont prévues sa réinstallation? Ce que je peux vous dire, c'est que le skatepark sera réinstallé. Et ce sera après l'hiver. Et il reste à réinstaller les remplacements possibles. Oui. La question suivante. Le projet d'implantation d'agrès visant à pallier le manque criant d'équipements sportifs de qualité a été annoncé en début d'année. Pouvez-vous nous donner la date d'installation et nous dire si la commission des sports sera pour une fois réunie pour émettre un avis sur le sujet? Par ailleurs, que sont devenus ceux que vous aviez installés de façon provisoire dans ce qui ne fut qu'un jardin éphémère? Madame Védrian Canec-Dune. Le projet de parcours dont vous parlez, c'est en fait un projet qui vise à favoriser l'activité physique pour tous en extérieur, pour pallier un manque criant d'équipements sportifs de qualité. Et ce projet a fait l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport. On avait parlé de ça en conseil municipal. À ce jour, l'attribution de la subvention n'a pas été notifiée. Et donc on attend la notification pour engager les travaux dès sa réception. Pour ce projet, donc, la commission environnement s'est réunie le 20 octobre 2020 en présence de l'adjoint au sport et on s'est réunis également le 9 juin 2022 pour parler de ce projet. Le projet est un projet qui concerne le cadre de vie. Il est travaillé en lien avec l'adjointe à la vie citoyenne et avec l'adjoint au sport, ainsi qu'avec des partenaires extérieurs. Pour ce qui est des agrès qui étaient placés dans le jardin éphémère, donc le jardin éphémère, il avait été fait effectivement de façon éphémère en attendant l'élaboration, en attendant l'aménagement du pôle intergénérationnel, pardon. Et donc ces agrès sont au service technique et ils seront utilisés dans le cadre de notre parcours Vivacité. Merci. Madame Neuf. Je poursuis. Suite à la finalisation de certains gros chantiers, les voiries de la commune ont, que ce soit en campagne ou en centre-ville, subi des dégâts importants. Quelques mesures dérisoires ont été prises dans des endroits pourtant non stratégiques, alors même que certains axes ne sont toujours pas traités. Quant aux abords des gros chantiers, ils ne sont jamais nettoyés en fin de semaine, ce qui représente pour les usagers, et tout particulièrement les deux roues, un risque évident de chute. Quelles mesures comptez-vous prendre pour rendre les voiries de la commune sûres et praticables? Comptez-vous intervenir auprès des promoteurs pour qu'ils remplissent leurs obligations de nettoyage aux abords des chantiers? Monsieur Louis, puis Madame Massé. Concernant la tenue des chantiers, avant le démarrage d'un gros chantier, nous réunissons en mairie les entreprises concernées, permettant ainsi de fixer les règles de bonne tenue du chantier, et en particulier en centre-ville, je prends l'exemple du pôle intergénérationnel, avec des exigences en termes d'heures et de parcours autorisés. Un exemple sur le pôle intergénérationnel où le chantier s'est déroulé correctement, les entreprises ont largement respecté ce qui était prévu. Il nous fallait éviter le matin, au moment où les enfants allaient au collège ou à l'école élémentaire ou à la maternelle, de
croiser des toupies de béton ou des camions. Donc nous avons fixé très précisément l'interdiction de fréquenter cet endroit-là aux heures où il pouvait y avoir, entre guillemets, des enfants ou des cars scolaires. Un état des lieux contradictoire est réalisé avant le démarrage du chantier pour constater les éventuels dégâts qu'auraient pu entraîner les entreprises, avec après une approche au compte prorata. Donc ça se fait vraiment à la fin du chantier. Et la police municipale, pour nettoyer, effectivement, parfois, on a du mal à se faire entendre, pas spécifiquement sur le pôle international. La police municipale est sollicitée et elle fait très attention et procède, si besoin, à des rappels pour que, notamment, le rinçage d'une route, etc., puisse être fait dans des délais raisonnables pour éviter ce que disait M. Ferré, des risques de chute, etc. Edith Massé pour Quant à la voirie, elle a effectivement subi des dommages lors des travaux, entre autres d'aménagement de l'accès aux mailles et Champortin. Et l'entretien sera inclus au programme d'entretien de la voirie de Merci. La question suivante. La construction d'un immeuble est, semble-t-il, programmée à l'angle de la rue donc de Montreuil et de la rue des Lilas. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme immobilier, nous confirmer par la même occasion que votre plan d'urbanisme exclut à tout jamais la création d'un axe cyclable le long de la rue de Montreuil? Si l'on lui présente un programme immobilier à l'angle de la rue de Montreuil et de la rue des Lilas, il suivra le process que l'on met en œuvre systématiquement lorsqu'il y a une opération immobilière, comme tous les programmes immobiliers sur Molès, à savoir 1. Présentation du projet par l'opérateur à la commission urbanisme, et ce, bien en amont du dépôt de permis de construire, pour avis et modifications éventuelles. On le fait systématiquement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, présentation du projet aux riverains concernés pour d'éventuelles remarques. Et pour info, ce process-là, prochaine commission urbanisme le 5 octobre, il y aura la présentation du projet d'un petit collectif au haut bocage qui sera réalisé par le bailleur social Espacier. Quant à l'axe cyclable le long de la rue de Montreuil, il existe en voie partagée, un piéton cycle, et du nord au sud. Bien, ceci clôt les... Monsieur le maire, juste sur ce que vous venez de dire, il existe, oui. Vous pouvez me dire sous quelle forme il est matérialisé? Il est matérialisé en termes de sécurité par rapport à la bande roulante de voiture. D'accord, donc il n'existe pas. Il existe. Non mais il existe dans votre esprit. Non, vous avez fait une zone 30, ça fait un axe cyclable. Il existe et je vois tous les jours des jeux. Ah bah ça, il est où alors? Sur les trottoirs, entre l'immeuble Iris et l'intergénérationnel, vous m'expliquerez où passe les vélos, mais c'est pas grave. Visiblement, il existe. Il existe. Il y a effectivement des vélos. Bien. Ceci clôt le conseil municipal de ce soir. Je vous remercie. J'informe l'ensemble du conseil et du public que le 11 octobre prochain à 19h30 dans cette salle, il y aura une réunion publique d'information par Mégalis Bretagne du déploiement de la fibre optique, dont bon nombre de prises, 1706 prises exactement, sont aujourd'hui raccordables. C'est-à-dire que les habitants des logements peuvent solliciter auprès des opérateurs une offre de raccordement en fibre optique. En vous remerciant. J'avais juste une dernière question concernant le comité de pilotage sur les travaux de la station d'épuration. Le comité de pilotage devait avoir lieu au mois de juin et est reporté au 18 juillet. Et je n'ai pas encore reçu le compte-rendu de celui-ci. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce qu'il n'a pas été fait? On va corriger ça. Oui. Du comité de pilotage du mois de juillet. On va corriger ça. L'année prochaine, si tout va bien. En vous remerciant, mesdames, messieurs, bonne fin de soirée. Au revoir.